Salut les amis, c'est Joachim de Juicy, j'espère que vous allez bien. Désolé, la semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo parce que je prépare un nouveau contenu podcast audio où je vais interviewer des experts de l'investissement dans chaque domaine. Ça va être super passionnant. Donc ça va être des formats longs qui vont durer 50 minutes à peu près, 1 heure. Donc voilà, si vous voulez être informé de tout ça, abonnez-vous à cette chaîne et également vous pouvez vous inscrire sur Juicy si vous voulez être informé en avant-première. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, celui qui nous intéresse, celui pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est comprendre en fait l'investissement dans les cartes Pokémon. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous résumer toutes mes recherches que j'ai faites depuis plusieurs semaines sur ce marché qui est assez gigantesque en fait. Et donc dans cette vidéo, on va voir trois choses. On va voir la franchise Pokémon, son succès, pourquoi en fait ça parle beaucoup de Pokémon en ce moment, et de manière générale, l'année 2020 a été assez dingue pour la franchise. Les critères de sélection des cartes, quelles sont en fait les cartes Pokémon qui sont plus intéressantes, pourquoi, on va voir tout ça, et enfin on va voir où les acheter. Donc si jamais vous voulez commencer à vous y mettre et faire une petite collection. Donc première étape de notre parcours, c'est déjà de voir en fait cette information. Pokémon est la plus grosse franchise au monde. Donc elle a été créée en 96 au Japon et elle s'est très rapidement exportée dans le reste du monde. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Pokémon en fait? C'est-à-dire que les enfants connaissent Pokémon, ils harcèlent leurs parents pour en avoir. Les parents connaissent Pokémon vu qu'ils sont harcelés par leurs enfants pour en avoir. Et même les grands-parents connaissent Pokémon puisqu'ils ont vu leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs enfants en parler, puisque c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est, déjà, comme tous les autres, vous voyez, c'est assez impressionnant hein, ce graphique, parce qu'on voit Hello Kitty qui est au-dessus de Star Wars, Mickey Mouse, des trucs comme ça, mais le grand gagnant des franchises, c'est Pokémon, et donc vous voyez, il y a une grosse partie merchandising, dans tout ce qui est t-shirt, produits dérivés, etc. Mais on remarque quand même que la partie trading card représente un marché de un tout petit peu plus de 10 milliards de dollars. Donc c'est assez conséquent. Hein. C'est un petit marché en comparaison à par exemple le marché des crypto-monnaies ou le marché de la bourse. Mais toujours est-il que quand même ça représente une sacrée somme. Et donc voilà, déjà je voulais vous montrer ça pour que vous puissiez avoir une représentation chiffrée de tout ce que ça représente en fait. Maintenant, pourquoi ça a explosé? Parce qu'en fait, on a beaucoup d'influenceurs qui font du contenu sur les cartes Pokémon. Et notamment le plus connu d'entre eux, hein, qui est l'un des plus grands youtubeurs du monde en termes d'abonnés, qui est Logan Paul, voilà, avec 22 millions d'abonnés. Et en fait, lui, il s'est mis en quête d'ajouter des cartes Pokémon à son patrimoine, et donc voilà, il a grandement participé à l'émulsion qui se passe en ce moment même. Vous voyez là, sa dernière vidéo, elle est de 5 jours, 3,9 millions de vues. Il dit qu'il a dépensé 2 millions en cartes Pokémon. Bon, après, il est extrêmement riche, hein, ce youtubeur, mais c'est assez impressionnant. Et ce n'est pas le seul, hein. Il y a plein d'autres youtubeurs, notamment sur la scène française, comme par exemple Rabin des Bois, vous voyez, qui a fait une vidéo il y a 2 mois, comme quoi il a investi 50 000 euros dans des Pokémon. On a également ce monsieur là qui a investi 20 000 euros dans les 4 Pokémon en 2020. Donc voilà, assez impressionnant de voir autant d'émulsion, autant d'intérêt pour la franchise. Et c'est voilà, c'est assez dingue, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a carrément voilà plein de gens qui s'y intéressent et qu'il y a vraiment un marché qui se crée. Et vu qu'il y a un marché qui devient de plus en plus important avec de plus en plus d'acheteurs et de vendeurs, ça commence à devenir voilà, ça peut s'envisager comme un produit d'investissement, d'où cette vidéo. Donc après voilà, c'est un produit qu'on va catégoriser dans les biens divers, c'est-à-dire que ça reste des cartes, hein, c'est-à-dire que les cartes en soi elles vont se rarifier, mais elles vont pas générer de la valeur, elles vont pas créer du cash flow. Donc ça c'est vraiment à prendre en considération. Ça reste un investissement, on va dire plaisir, et un petit peu comme pourrait l'être l'art ou par exemple certaines pièces de collection. Maintenant, voyons un petit peu les différentes cartes. Donc, vous voyez, Pokémon, c'est quand même, en fait, régulièrement. Alors, c'est peut-être pas toutes les années, mais plus
tous les 6 mois, ils créent une nouvelle édition. Et vous voyez des éditions, bon bah ça c'est les premières éditions, hein. Et puis après ça déroule. Quand même c'est une franchise qui a 25 ans, donc quand même ça fait pas mal, de sets de cartes différents. Mais au niveau des critères de sélection, ce qui va être important à prendre en compte, il y a 3 critères de sélection pour ce qui est des cartes Pokémon. Donc là, je vous montre la carte Pokémon la plus connue, hein, celle qui se vend le plus cher à l'unité. Donc les 3 critères de sélection sont les suivants. Premièrement, la rareté. Donc la rareté de la carte, on peut le voir en bas ici. Vous voyez, à chaque fois que vous avez un élément qui met, par exemple, celle-ci c'est la 4e sur 102. Donc voilà, chaque carte va avoir un nombre limité d'éditions par langue en fait. Par exemple, voilà, des Charizard première édition en version anglaise, il y en a que 102. Après il y en aura 102 en franc avec la version française, il y en aura 102 avec la version espagnole, 102 italienne, 102 japonaise, etc. Toujours est-il que voilà, ce petit chiffre ici permet d'indiquer un niveau de rareté et le fait qu'il y en ait un nombre limité. Deuxième élément qui va beaucoup jouer sur la valeur des cartes, c'est en fait la date, la série en fait, la date de série. Donc bien sûr, les cartes les plus rares vont être les plus vieilles. Donc sur les séries de 1995, 1996, 97, toutes les cartes avant les années 2000 vont être celles qui vont être le mieux cotées. Autre point très important au niveau des critères, c'est la qualité de la carte. La qualité de la carte, c'est vraiment le must-have parce que en fait, vu que c'est un objet de collection, il se doit d'être en parfait état. Et justement, il y a des sociétés spécialisées dans tout ce qui va être en fait notation. Donc on a par exemple PSA Grade, vous voyez, qui note les cartes sur 10 et justement c'est ce chiffre qui va être très très important ensuite pour déterminer la valeur de la carte. Il faut savoir qu'une carte qui n'est pas gradée forcément aura beaucoup moins de valeur qu'une carte qui a été gradée. Donc au niveau des références, on a PSA pour grader les cartes et ensuite on a Beckett. Voilà, c'est vraiment les deux acteurs les plus sérieux, les plus reconnus dans cet écosystème. Donc, il faut savoir que certes, on peut investir dans les cartes, comme on le voit là avec le Charizard première édition. Donc ça, très important cet élément aussi premier, vous voyez. Les cartes en fait qui sont de 95, première édition, en parfait état, vous êtes sûr que voilà, c'est le must-have, c'est les cartes qui vont le mieux se valoriser, c'est les cartes qui sont les plus rares, et donc forcément elles vont peser leur pesant d'or. Donc voilà, on a les cartes. Donc premièrement, ce qui est important à comprendre dans ce marché-là, c'est que vous pouvez soit investir dans des cartes, soit investir dans ce qu'on appelle les displays. Donc les displays, vous voyez, c'est en fait c'est une box avec à l'intérieur plein de boosters. On appelle ça des boosters. Vous voyez, c'est les sets de 11 cartes et c'est assez dingue là. Là, vous voyez les prix. Hein. Par exemple, pour 3 boosters, 1750 €. Même encore là, c'est parce que c'est français, c'est des boosters français, mais des boosters américains, enfin anglais, ça va plutôt être tourné autour des 800 € le booster. Hein. Donc voilà, on peut rajouter 800 € à cette somme si on veut l'avoir en anglais. Pourquoi je différencie les langues? Parce que bien sûr, il va y avoir plus ou moins de demandes en fonction des langues. Ce qui est très important à prendre en compte, c'est que voilà, les cartes anglaises vont être les plus demandées et forcément une carte de parfaite qualité, première édition de 1995 en parfait état va valoir plus que la même carte en français. Tout simplement parce que le marché américain est plus gros et du coup il va y avoir plus de demandes pour une offre en fait qui va être similairement la même que sur le marché français, étant donné que toutes les cartes sont quantifiées, par exemple on l'a vu avec le Dracofeu, en 102 exemplaires et pas un de plus. Et pourquoi en fait ça se valorise mieux que la carte en elle-même? Parce qu'à l'intérieur vous avez que des cartes, du coup, première édition, vous voyez, première édition ici, et vu qu'elles sont première édition, donc elles sont rares, c'est les toutes premières cartes, et ensuite, vu que ça n'a jamais été ouvert, bah, vous êtes sûr d'avoir une carte top qualité. C'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir un PSA 10 à l'intérieur. Vu que ça n'a jamais été ouvert, ce n'est pas abîmé, etc. Donc c'est ce qui permet encore aujourd'hui, en ayant des displays comme ça, ou simplement des boosters, d'avoir
peut-être l'honneur, la chance de trouver un Dracofeu, un Tortank ou un Florizard première édition en parfait état à l'intérieur. Et du coup, forcément, un booster à 800 €, admettons, si vous trouvez un Dracofeu première édition en excellent état à l'intérieur, eh bien, ce booster, au final, il vous aura rapporté peut-être 10 000 €. On va voir les prix après sur les places de marché. Donc voilà, on a les cartes, les boosters et les displays. Donc maintenant, passons un petit peu sur les places de marché et où on va pouvoir acheter, trouver des cartes. Donc là, je vais vous montrer par exemple StockX, donc qui fait pas que les cartes, hein, ils font aussi notamment beaucoup les sneakers. Je ferai une vidéo sur les sneakers aussi, c'est vraiment un marché, ça peut être considéré comme un investissement en biens divers, hein, tout comme les cartes Pokémon. Et donc là, vous voyez, vous avez les carnets d'ordre et de vente. Et donc, par exemple, des gens sont prêts à acheter, vous voyez, des PSA 9, donc même pas 10, hein, PSA 9, 257 000 €. Pour rappel, Logan Paul avait acheté un PSA 10 l'année dernière à 150 000 dollars, pardon. Donc 150 000 dollars. Et là, au niveau des ordres vendeurs, donc là, c'est ceux qui possèdent... pas de data. Donc vous voyez, il n'y a pas... Ah si, voilà. Donc PSA 10, voilà. Donc là, on a des vendeurs, vous voyez, qui vendent des Dracofeu PSA 10 à 50 000 dollars, ouais, tout à fait. Donc là, vous voyez, on a PSA et Beckett. Donc PSA et Beckett qui sont toujours, vous voyez, c'est toujours PSA ou Beckett, hein. Les gens se basent uniquement sur ces deux, en quelque sorte, services de notation pour leur carte. Donc avoir une carte PSA 10, c'est clairement le haut du panier. Et vous voyez que vraiment, selon la qualité de la carte, les prix baissent vraiment très très fort, quoi. Là par exemple, si on est sur des cartes qui, alors c'est assez bizarre, mais si on est sur des cartes 5-5, etc., ben on passe, un PSA 10 peut valoir 50 000 dollars et un PSA 5 de la même carte qui est tout aussi rare, hein, mais c'est juste elle est de moindre qualité. Et bien là, tout de suite, ça redescend très violemment autour des 400 voire 1000 dollars pour la carte, quoi. Donc StockX, ça peut être une place de marché sur laquelle vous pouvez acheter ou vendre des cartes Pokémon. Ensuite, on a des sites spécialisés comme Card Market par exemple, qui va vous proposer voilà certaines cartes. Alors à nouveau, hein, c'est hyper compliqué, hein, au niveau de la difficulté, c'est assez dur de trouver des cartes première édition en bon état. Voilà, donc donc bonne chance à vous. Moi je cherche déjà depuis plusieurs semaines et j'ai pas eu encore l'occasion de trouver un bon plan. Donc, vu que le marché se démocratise de plus en plus, c'est vrai que on est dans une période où c'est très compliqué de faire des affaires. Donc voilà, des sites spécialisés comme Card Market. On a également Le Bon Coin, hein, en France. Hein, il y a beaucoup de gens qui vendent des cartes Pokémon sur Le Bon Coin. Bon, ça peut être, je pense qu'il y a beaucoup de conneries. Il faudra filtrer tout ça. Mais ça peut être l'occasion de tomber sur une bonne affaire. Faut chercher, vous voyez là par exemple la carte Mewtwo 1995, ça peut être intéressant. Euh, Pourquoi pas. Après, faut être très prudent. Faut vraiment bien regarder les photos, quitte à contacter en fait le vendeur pour avoir plus de détails. Parce que vraiment, vous voyez sur une carte, faut bien regarder l'arrière. Vous voyez ça, ça c'est pas bon. Vous voyez là, la carte en fait elle est toute niquée. Donc là ça sert à rien de l'acheter. Même si elle est rare en soi, ça sert à rien de l'acheter parce que la qualité est mauvaise. Vous pourrez pas la grader. Et en fait le mécanisme le mécanisme de réflexion d'investisseurs sur ce marché-là. Alors après voilà, je respecte tout à fait les gens qui sont passionnés. Moi-même j'ai grave kiffé les Pokémon. J'ai rejoué à Pokémon Go avec l'AR, tout ça, quand c'était sorti. Et j'ai un attachement émotionnel quand même à cette franchise. Donc voilà, je suis peut-être au-delà de juste l'investissement. Il y a une partie émotionnelle qui rentre en jeu, mais pour autant j'essaie de la raisonner et de pas non plus acheter des cartes à des prix démentiels.
juste pour le plaisir, quoi. Donc celle-ci, c'est un mauvais exemple. Voilà, vous voyez, typiquement, c'est le genre de carte qui va pas être intéressante. Donc Le Bon Coin. Ensuite, on a bien sûr eBay. Donc eBay, je pense que c'est là que vous allez trouver le plus d'offres, de propositions de gens qui vendent des cartes. Vu que c'est un mécanisme d'enchère, ça peut être intéressant, hein. Si vous voyez quelque chose que les autres n'ont pas vu, une bonne affaire, vous pourriez probablement voilà obtenir une carte de qualité pour pas trop cher. Donc voilà, à regarder aussi quand vous faites des recherches. Ensuite, on a Katawiki, un site que j'aime beaucoup. Donc eux, ils vendent tout ce qui est objet rare, et donc nécessairement ils ont une partie Pokémon. Donc là vous mettez cartes Pokémon à collectionner. Après vous pouvez filtrer, hein, notamment filtrer au niveau de l'état, voilà, en très bon état, voire neuf ou quasi neuf, vous voyez. Ça c'est très pratique, hein, au moins ça permet d'aller chercher à l'essentiel. Et vous pouvez aussi filtrer avec le... Alors je sais pas pourquoi il y est pas là. Sur l'application il y a le filtre langue. Donc moi je vous recommande de... Alors après voilà, ça peut être intéressant d'avoir des cartes françaises, mais moi ce que je veux plutôt rechercher c'est vraiment des cartes américaines, à la limite japonaises, parce que les cartes japonaises aussi c'était vraiment les toutes premières à être sorties, hein, en Japon. Donc forcément ça peut être puis la marque, étant donné que la marque Pokémon est rattachée à Nintendo, etc. Ça reste intéressant de les avoir soit en anglais soit en japonais. La plupart des youtubeurs, hein, sur le sujet vous diront voilà, moi j'achète des cartes en anglais ou en japonais, mais surtout en grande majorité en anglais. Donc voilà, état et langue, voilà, vous pouvez mettre langue et anglais, japonais, voilà. Ça permettra de filtrer. Honnêtement, ce site est pas mal. Moi je vais faire un tour toutes les semaines pour voir s'il n'y a pas une bonne affaire à prendre. Autre place de marché assez intéressante, j'aurais pas cru, mais c'est sur Vinted. Ouais, on pense que Vinted c'est réservé aux fringues, mais en fait pas du tout. Il y a des cartes Pokémon aussi qui sont vendues sur Vinted. Alors à nouveau, tout ce qui va être Le Bon Coin, Vinted, Facebook. Oui, la dernière place de marché, c'est Facebook aussi. Je vous invite à être très prudent parce qu'il peut y avoir des arnaques. La qualité des photos n'est pas toujours au rendez-vous, et du coup c'est un peu compliqué de déterminer si la carte est de bonne qualité ou non. Donc voilà, il faut être assez prudent sur ces places de marché, mais c'est un peu voilà, c'est un peu les vides-greniers en ligne, quoi. Donc ça peut être, vous pouvez trouver des cartes intéressantes et faire des bonnes affaires. D'ailleurs, dernier endroit où trouver des cartes Pokémon, bah forcément les vides-greniers. Bon, en ce moment avec la Covid, ça va être un peu compliqué, hein, parce que bah il y en a plus trop. Mais moi je sais que voilà, pendant un moment je sillonnais les vides-greniers quand j'étais plus jeune, hein, ça fait déjà un petit moment, pour essayer de trouver des cartes Pokémon, et donc ça peut être une option. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les cartes Pokémon, lesquelles sélectionner, comment les acheter, comment les revendre, hein, pareil. Au final, pour les revendre, bon, au niveau de la conservation, c'est plutôt l'idée, c'est de les conserver à long terme, hein, c'est pas de faire du trading vraiment en mode comme si on était encore dans la cour de récré. Là, c'est en train de devenir des actifs rares, quoi. De collection, donc l'idée c'est quand même de les garder dans votre patrimoine pour je dirais entre 5 et 10 ans, quoi, le temps que les cotes passent à un nouveau palier et qu'elles soient de plus en plus rares. D'ailleurs c'est pour ça que un gars comme Logan Paul a énormément investi dans les cartes Pokémon, parce que lui il a la conviction que dans 10 ans ça sera toujours aussi hype d'avoir des cartes Pokémon, de faire des collections. Donc c'est pour ça qu'il a investi des sommes aussi importantes. Après, nous, en tant que petits moyens investisseurs, moi je vous recommande pas de mettre beaucoup d'argent dans les cartes Pokémon, parce que quand même c'est un marché de 10 milliards, donc c'est gros mais pas tant que ça. Donc en termes de liquidité, si jamais vous voulez revendre, ça peut être compliqué, hein, de revendre au prix que vous souhaitez.
surtout à court terme. Si jamais vous avez besoin de liquidité assez vite, ça va être un peu tricky de revendre vos cartes. Mais toujours est-il que voilà, ça peut être une bonne affaire. Mais voilà, attention, ne mettez pas trop d'argent dedans. Moi, la façon dont je vais le voir, c'est que je vais mettre moins de 5% de mon patrimoine dans une carte. Donc, je pense que je vais m'acheter une belle carte. En fait, je pense que je vais essayer de trouver une carte déjà gradée de PSA ou de Beckett. Voilà, trouver une carte première édition gradée 95 entre 100 et 1000 euros. Et un Pokémon que j'aime bien de préférence, hein, toujours est-il que voilà, il faut un Pokémon qu'on apprécie. Et donc voilà, partir là-dessus et juste l'accrocher dans ma chambre quand je la vois, me remémorer ces souvenirs d'enfance et ces bons moments passés dans cet univers. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous attraperez tous les Pokémon, et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.